Cet épisode est dédié au podcaston. L'objectif, c'est de mettre en avant une association caritative dont je partage les valeurs. J'ai donc bien sûr choisi une asso liée à mon secteur. Et pour vous présenter les petites cantines, j'ai l'honneur de recevoir non pas un, mais deux invités. Bonjour Diane Dupré-Latour. Bonjour Maxime. Et bonjour Christian Tête-Doigt. Bonjour Maxime. Ravi de vous avoir tous les deux, une pierre deux coups pour cet échange. On va avoir beaucoup de choses à se dire. Peut-être que certains de mes auditeurs connaissent déjà les petites cantines. Moi, pour l'anecdote, ça fait longtemps que je vous suis, notamment sur les réseaux, donc je suis très content que le podcaston m'ait offert l'opportunité. Je rappelle en quelques mots le podcaston pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc c'est une association et c'est déjà la deuxième année que je participe. L'idée, c'est d'offrir un de nos épisodes, donc d'offrir un de nos temps pour pouvoir mettre en avant une association. Donc là, c'est les petites cantines, j'en dis pas plus puisque c'est vous qui allez présenter. Mais avant de parler ça, j'aimerais déjà qu'on parle de vous deux. Diane, je vais commencer par toi. Est-ce que tu peux me dire un petit peu qui tu es et quel est ton parcours? Moi, j'ai débuté dans la presse économique. J'étais journaliste et en 2013, j'ai perdu mon conjoint dans un accident de voiture. C'est arrivé dans un contexte difficile. Ça a été un coup de tonnerre. Je raconte tout ça dans un livre qui est sorti au mois de mai chez Actes Sud, qui s'appelle Comme à la maison. J'ai pris Comme à la maison, donc il y a un tablier et une cuillère en bois dans la poche. Parce que finalement, ce qui m'a aidé à me relever, je dis moi, mais en fait c'est nous, parce que je devrais parler aussi de mes enfants. C'est le fait de monter un restaurant participatif. Donc c'est une initiative que j'ai impulsée avec Étienne Touvenot. C'était à l'époque en 2016, à côté de chez moi. Moi, j'habite à Lyon, dans le quartier de Vèze. Et voilà, c'est comme ça qu'a vu le jour le projet des petites cantines. Hem, aujourd'hui, il existe, enfin, le projet s'est développé. Donc Mmh. il existe 14 petites cantines dans différentes villes de France, à peu près autant qui sont en phase de création. Et bah, voilà, pour moi, ça a été, au-delà d'un projet de résilience, ça a été une occasion de rencontre et de sortir des rails dans lesquels j'étais pour découvrir Bien sûr. un autre monde. On va évidemment plus creuser sur les petites cantines, mais je connaissais pas du tout. Alors c'est vrai que la genèse de l'association est en effet très liée à ton parcours. Mais pour bien comprendre, aujourd'hui, c'est ton activité principale? Tu fais, entre guillemets, «que ça, que les petites cantines»? Oui, c'est mon activité principale. Il y a 35 salariés, et ça veut pas dire que je fais que ça, mais c'est mon Oui, activité principale. c'est pour ça que j'ai mis des guillemets sur le «que ça», on s'entend et surtout que l'association comme l'entrepreneuriat, on comprend que ça a différentes branches, ça prend énormément de temps, il y a pas trop de début et de fin. Merci de partager ça et en plus quelque chose qui a une base assez, personnelle, donc c'est d'autant plus, touchant. De l'autre côté, Christian, moi je suis très content de t'avoir puisque en plus donc tu es un des meilleurs ouvriers de France. Voilà, tu fais partie de ces grandes Comme toi, références de la cuisine comme moi, pas dans la même classe. catégorie. Mais, je voulais savoir, voilà, quel était ton parcours? Comment tu en étais arrivé jusque-là? Et c'est vrai que ton restaurant est plutôt très connu, mais je veux bien l'entendre de ta bouche. Ah, pour moi, c'est plus léger. Donc, après m'être fait virer d'école, donc, je suis rentré en pré-apprentissage et après en apprentissage en cuisine, chez un monsieur qui s'appelait Joseph Delphin à Nantes. Et il avait des connexions, avec Paul Bocuse. Donc du coup, après mon apprentissage, je suis arrivé chez Paul Bocuse. Après, j'ai enchaîné, le Palais de l'Élysée, puisque du coup, j'ai fini, 1er au meilleur apprenti de France. Donc j'ai été d'abord meilleur apprenti de France avant d'être meilleur ouvrier de France. Waouh! Et donc, j'ai fait après Roger Verger au Moulin de Mougins, Louis Houtier à l'Oasis à la Napoule et Georges Blanc à Venasque, donc 4 3 étoiles à mon palmarès. Et puis je me suis installé du haut de mes 26 ans, et je suis depuis, donc 37 ans restaurateur. C'est incroyable. Comment s'appelle ton restaurant pour ceux qui ne le connaîtraient pas? Alors il porte mon nom, Christian Tête-Doigt. Et puis, j'ai 8 autres, restaurants, 8 autres enseignes, à mon actif D'accord, qui se trouve principalement en et France? partenaire de vie de cantine. Eh bien, partenaire de petite cantine. Oui, tes autres restaurants sont en France? Ils sont tous à Lyon. Ah oui, tous à Lyon. C'est Oui, une vraie mafia, en fait. il y a 9 arrondissements, il y a 9 restaurants Tête-Doigt.
C'est excellent. Et donc meilleur ouvrier de France dans la classe, cuisinier de 96. Voilà, ça nous Absolument, rajeunit pas, n'est-ce pas? oui. On Hem, voit avec mes cheveux blancs. mais ils sont là, c'est déjà beau. Merci en Oui, tout cas, voilà, j'adore encore. de donner de ton temps, non seulement à moi, aussi aux petites cantines, on en parle immédiatement. Heu, Diane, pour se replonger dans ce projet, donc on comprend il y a une dizaine d'années maintenant, hem, tu as créé les petites cantines. Tu étais juste en train de nous donner quelques chiffres tout à l'heure. Tu dis aujourd'hui il y a 14 petites cantines. Je veux bien que tu nous expliques en fait, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi les petites cantines? Pourquoi? Ouais, comment t'expliquer? Il faut que tu imagines, quand tu pousses la porte d'une petite cantine, tu rentres, dans un endroit où, déjà la cuisine est dans la salle. Donc tu as l'impression vraiment d'une ruche et suivant l'heure à laquelle tu pousses la porte, soit, c'est l'heure du repas et dans ces cas-là, tu peux te retrouver à mettre le couvert avec les gens qui sont là. Tu as des grandes tables en bois, avec des chaises à dépareiller, de la vaisselle de bric et de broc et tu sais pas à côté de qui tu vas être assis. Donc ça va être un endroit pour faire d'abord des rencontres. C'est le but de ces lieux, c'est des rencontres. Soit tu arrives 2 heures et demie avant ou tu vois, un peu avant le repas et tu te retrouves à faire la cuisine avec les personnes qui sont là. Donc on t'enseigne, les bonnes pratiques d'hygiène, on t'explique quel va être le menu, on se répartit les choses. Tu peux te retrouver à faire, un velouté de butternut avec, une grand-mère, que tu connaissais pas du tout ou avec, Incroyable. je sais pas, un convive coréen qui va faire le velouté de butternut pas du tout comme tu as l'habitude de le faire ou alors tu en as jamais fait de ta vie. Ça va être l'occasion de découvrir, des savoir-faire culinaires familiaux ou autres. Et si tu restes un peu après le repas, et ben, tu peux te retrouver à faire la vaisselle avec les autres. Vaisselle participative, remise au propre participative, Trop exactement drôle. comme le reste. En fait, faut imaginer que c'est des endroits où tout est comme à la maison et tout est fait pour être au service de la relation. Rencontrer des gens que tu aurais pas rencontrés ailleurs. Mais alors, ça s'adresse à qui déjà côté, cuisine? Qui est-ce qui met ça à disposition, l'espace à disposition? Et côté client d'ailleurs, je sais pas si tu les appelles des clients, qui sont les visiteurs? Il y a vraiment, pour te dire un peu qui sont les convives, il y a vraiment des gens de briques et de broc. Il y a tous les parcours de vie, toutes les générations. Je pense qu'on a tous les âges. On a plutôt plus de femmes. On a observé statistiquement, on a 2 tiers de convives, femmes, voilà et on a des jeunes, on a des étudiants, on a des actifs, des personnes en recherche d'emploi, des personnes de nationalité étrangère, des personnes, d'ici, enfin vraiment il y a de tous les styles, et ça change tous les jours et ensuite qui est en cuisine? Bah, sur place, en fait, il y a un salarié ou une salariée qui est, la responsable de cantine. Profil cadre, assez solide sur pattes, très bien organisé, très bien structuré, qui et son rôle, ça va pas être de faire la cuisine, ça va être de superviser le lieu. Faut plutôt penser le responsable de cantine comme un animateur de communauté, D'accord. même un et donc là, ça va être le tiers de confiance qui va garantir que tout se passe bien, de la gestion des stocks, jusqu'aux bonnes pratiques d'hygiène, en passant par la caisse. Ce sont les convives eux-mêmes qui viennent faire la cuisine. Donc, là, aujourd'hui, tu vois, on doit avoir à peu près 10 000 convives par an qui viennent faire la cuisine. Et je peux pas te dire à l'avance qui ça va être. Après, les gens, ils peuvent s'inscrire, par notre site internet ou en passant un petit coup de fil ou en passant devant, tu Ouais, vois? Ils peuvent s'inscrire. Nous, on a jusqu'à 10 créneaux, 10 places en cuisine participative par service et sachant qu'on a d'accord. c'est des petits lieux, c'est des petits restaurants, donc on a en général une trentaine de places assises. Voilà, donc ça reste Donc des lieux, assez à taille humaine, en fait. tu dis petit restaurant, donc ça veut dire que c'est un prérequis que le lieu soit un lieu de restauration, j'imagine pour les équipements? Oui, il faut que ce soit un lieu de restauration, donc avec, une gaine d'extraction et cetera. Après nous, on refait tous les aménagements, c'est-à-dire, pour concevoir une cuisine en mode participatif, par exemple, l'évier, on va le positionner, pas forcément face au mur. Tu vois la Ah plonge oui, est pas face au mur parce que, on s'est rendu compte que si on faisait ça, c'était toujours les mêmes qui allaient faire la plonge parce que c'était souvent les plus timides ou ceux qui parlaient pas français ou autres et on a vachement essayé, tu vois, de briser la glace à ce moment-là avec les gens, de créer du lien, puis on n'y arrivait pas et du coup, bah, comme on n'arrivait pas à l'échanger, bah, on a changé l'évier de place et on l'a mis à la perpendiculaire du mur et maintenant on peut faire la vaisselle face à face, qui fait quand on fait la plonge, en fait, on est avec les autres et c'est même une occasion de rencontrer les autres, en fait,
de faire la vaisselle ensemble, en fait et ça devient un C'est moment hyper excellent. joyeux, on met la playlist et tout, tu vois? Je devrais peut-être faire ça chez moi pour avoir un peu plus de monde pour faire la vaisselle. Ah, ça marche super bien. J'en suis sûr. Donc, un restaurant met, sa cuisine à disposition. Est-ce que le restaurant a une activité à part ou est-ce qu'il ne peut être qu'une petite cantine? C'est en fait, c'est même plus qu'un enfin, c'est nous qui montons la petite cantine, en fait. C'est-à-dire, Eh oui. on récupère le local, on fait les aménagements. Les aménagements, les investissements, ils sont assurés financièrement par des mécènes. Alors ça peut être, des entreprises du quartier qui ont un intérêt à voir ce restaurant émerger dans leur quartier parce qu'ils s'intéressent à ce qui se passe en termes de lien social sur leur territoire. Ça peut être une collectivité, qui soutient, ça peut être des fondations. Donc tous les investissements d'aménagement, ils sont pris en charge et après nous, on devient les gérants d'exploitation. Après sauf que quand je dis «nous», faut bien se dire que chaque restaurant, il est autonome. C'est-à-dire nous, on a une marque qui s'appelle Les Petites Cantines, qui est une marque, non lucrative. Mmh. Tu vois? Enfin, Ce les qui va restaurants m'amener plein d'autres questions justement sur ouais, le carrément. business Mais model. On n'appelle pas ça un business model dans l'associatif, mais j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne derrière. bah, il y a carrément c'est pas parce que c'est associatif qu'il y a pas un modèle économique qui va chercher l'autonomie financière, même si tous Mmh. les bénéfices sont réinvestis dans la structure. Faut quand même bien, faire tourner la machine, en fait et si on veut essayer, de pas trop dépendre de subventions sur la partie fonctionnement. Mais donc, je te disais, les restaurants, ils sont autonomes. C'est-à-dire, par exemple, tu es au Havre, tu veux monter, les petites cantines, Le Havre, c'est toi qui vas, piloter ton projet. Nous, on va plutôt assurer la dynamique d'entraide, d'intelligence collective, c'est-à-dire ceux qui ont déjà monté une petite cantine dans une autre ville vont te partager la boîte à outils, vont t'aider, vont t'accompagner sur le chemin du montage et ensuite quand tu as ouvert, bah, continuer cette dynamique d'entraide et d'intelligence collective. Excellent et donc, de l'autre côté, pour gagner de l'argent, alors déjà les convives, tu as dit des jeunes, des moins jeunes, un peu tout public. Ce sont des personnes qui sont dans le besoin? C'est juste des curieux? Quelle typologie? Tu as peut-être, 2-3 profils types qui viennent chez toi quand même? En fait, tu as vraiment de tous les styles. Ça peut être des gens comme toi et moi, ça peut être des gens qui ont un parcours, hyper cabossé ou autre. S'il fallait mettre les gens dans des cases, même si j'aime pas trop Ouais. ça, mais dire, il y a des gens, ils arrivent avec une étiquette avec marqué «fragile» et Mmh. nous, on enlève l'étiquette avec marqué «fragile» et on dit: «Non, tu vas être acteur ici, acteur, actrice» parce que très vite, tu vois, même les tiroirs où sont les couverts, souvent, si tu vois, c'est fait avec des dessins sur même si tu sais pas lire, tu sais où sont rentrés tu peux très vite accueillir toi-même les autres et tout. Il y a d'autres gens qui sont bah, moi, je suis un peu dans cette catégorie-là. Enfin, en gros, j'ai tendance à mettre les gens dans des petites cases. Quand je les vois, je me dis: «Ah tiens, il est habillé comme ça, il parle comme ça, il doit être comme ça». Puis en fait, il suffit que je mange avec eux, puis je m'aperçois que c'est pas du tout ça, ni leur personnalité, ni Ouais. leur parcours de vie. Donc à chaque fois, ça me fait déconstruire mes idées reçues. Et puis il y a des gens, ils sont là parce qu'ils voient que c'est un projet qui est vachement au service du lien social et ils se disent: «Moi, je veux aider les autres». Je dis: «OK, tu veux venir aider les autres, mais qu'est-ce que tu veux recevoir, toi?» Et donc se poser la question: «Mais qu'est-ce que je veux recevoir moi?» Ça Mmh. déconstruit aussi un peu la relation aidant-aidé qu'on peut trouver parfois dans des associations caritatives et voilà donc si tu veux, et en fait, il y a un élément qui est quand même super important en lien avec ta question, c'est combien ça coûte Oui. et c'est à prix libre. Ça veut dire que pour le repas, tout le monde donne quelque chose, mais chacun donne ce qu'il veut. C'est le client qui fixe le prix. C'est le client qui décide, ce qu'il donne. Nous, on est sous statut associatif, donc en fait, voilà, l'association, à chaque fois, elle fonctionne essentiellement grâce à ce que les convives vont donner pour leur repas et on s'aperçoit que, bah, il y en a qui donnent un peu plus, d'autres qui donnent un peu moins et qu'à la fin du mois, ça s'équilibre. C'est fou, c'est fou. Donc moi, je peux être client, je réserve comme sur un restaurant, il y a un site web, les petites cantines. Je viens avec un nombre de couverts, défini, je viens avec, Oui, c'est 2-3 ça. copains. Je peux Ou tu peux venir venir tout 2 seul aussi. ou je peux venir tout seul, d'accord? Ouais. Est-ce que les tables vont être mélangées? Je vais rencontrer des gens à table? Bah, oui, tu vas rencontrer des gens à table. Si tu as envie de rester avec tes copains, bien sûr, c'est possible. Si tu as envie de rencontrer d'autres gens, bah, vous pouvez aussi vous éclater sur plusieurs tables. Tout est possible, ça va dépendre de ton humeur, de ton état d'esprit du moment. Très bien. Je peux venir avant si j'ai envie de participer à la popote et de mettre la main parce qu'en fait moi le velouté de butternut j'adore mais je sais pas le faire et je voudrais la recette, de untel qui va m'aider à la préparer et en plus, j'adore faire la vaisselle parce que ça me détend. Je peux rester après mon repas et faire la vaisselle avec, mes copains. Exactement. Et si tu as pas beaucoup d'argent,
c'est peut-être aussi le seul endroit où tu peux inviter tes amis au restaurant. Parce que comme c'est à prix libre, tu Eh peux oui. inviter les autres. Très bien. Donc tu as dit tout à l'heure, il y avait 14 petites cantines à l'heure actuelle. Elles sont donc j'imagine toutes situées en France, c'est très localisé? Est-ce que par exemple, tu sais que moi je vis à Bordeaux, est-ce que tu as une petite cantine bordelaise? Alors il y en a une en montage à Bordeaux. Elle va ouvrir, Ah! a priori au mois de septembre. Là, Bien, on récupère, les clés du local, au mois de mars. Enfin, quand je dis «on», c'est l'équipe bordelaise, en fait. C'est oui. Renaud et toute la team qui, récupère les clés du local et donc qui va pouvoir lancer les travaux et bah, s'il y a pas trop d'imprévus sur les travaux, ouverture fin d'été, rentrée scolaire. On Mmh. aura besoin de Bah, tout le monde pour mettre la main à la pâte. alors moi tu me préviens à ce moment-là et je viens faire l'inauguration si tu veux, on fait une Ah petite, mais avec joie, communication, avec grand plaisir. je serais content. En plus j'aimerais beaucoup tester les petites cantines et venir, cuisiner avec les équipes, donc avec plaisir et en plus j'ai 2-3 copains podcasteurs et entrepreneurs qui à mon avis seront contents de mettre la main à la pâte aussi. Excellent. Pour les chiffres, donc on a parlé de ces 14 petites cantines. Moi, j'aimerais bien que tu me dises peut-être le nombre de repas servis ou le nombre d'adhérents. En fait, tout chiffre qui peut Ouais, nous donner l'ampleur du projet. carrément. Bah, je vais te donner des chiffres, hyper frais. Les chiffres, du mois dernier, on a 18 557 adhérents actifs. En fait, il y a une cotisation pour participer au projet. La cotisation, elle est à prix libre, c'est-à-dire, chacun donne ce qu'il veut, mais ça permet à tout le monde d'être couvert sur le plan de l'assurance, et de participer aussi à la gouvernance du projet s'il a envie et cetera. C'est très participatif de A à Z et donc 18 557 adhérents et le mois dernier, nous avons servi 6 265 couverts, dans différentes villes de France, sachant Le que mois nous, on dernier a qui était le mois de démarré, février, donc il y a un ouais, petit c'était mois. le mois de février. Voilà, petit mois, c'est toujours un petit mois. Tous les ans, c'est un petit mois, le mois de février et ouais, voilà, donc sachant qu'on maîtrise jamais qui va venir, hein, enfin, tu connais mieux ça que moi Ouais. et sauf que là, le niveau d'exposition à l'incertitude est x10 puisque non seulement on sait pas qui va venir manger, on sait pas qui va venir cuisiner, on sait pas exactement ce qu'on va avoir dans l'assiette. Parce que même si on organise les menus et si on est garant de la qualité, bah, on su tu vois, suivant ce que les on essaie d'avoir l'alimentation la plus engagée possible. Donc suivant ce que nos fournisseurs vont avoir dans les champs, on va aussi collecter une petite part d'invendus auprès des magasins bio du quartier, suivant la manière dont les gens font les recettes. En fait, il y a forcément un facteur d'incertitude et on ne sait pas combien on va avoir dans la caisse. Donc tu imagines? Mmh. Et oui. Donc tu as toutes les problématiques de la restauration traditionnelle, finalement, avec en plus l'incertitude que toi, ton personnel peut être un client, donc tu sais pas trop les compétences qu'ils ont, le temps qu'ils vont mettre en cuisine, donc le résultat final. Donc la garantie qualité, elle est moins forte, si tu veux, que si tu avais une brigade complète, en cuisine. Ouais, sauf que c'est là que je vais te sortir mon chiffre, dont je suis la plus fière. Vas-y. C'est qu'il y a 88 de nos convives qui nous disent: «Mais ici, on fait une expérience de confiance. Mmh. On fait une expérience de confiance, on se fait confiance, on apprend à faire confiance aux autres, on ressort avec la banane, donc ça redonne confiance aussi en l'avenir. Ça remplit le carburant, ça fait pas que nous restaurer au plan nutritionnel, ça nous restaure en termes, vraiment humains, en fait et c'est ça qui nous a Mmh. rapprochés avec Christian. Génial, tu viens de faire, un début de Le transition, je plonge, je plonge. Hem Parle-nous de ce lien, enfin, avec, Christian, Teddo ici présent, de la formation, de ce que vous avez monté ensemble et même de comment vous avez débuté à créer ce projet tous les 2. Bah, en fait, nous, on a vu qu'on avait, quelque part de l'or entre, les doigts, en fait, entre les mains et on s'est dit: «Mais comment, partager ça, à plus largement dans notre secteur d'activité?» Et du coup, on s'est intéressé, notamment au secteur de la restauration collective et on a vu que là, c'est là qu'on arrivait à la limite de notre savoir-faire et de nos compétences. Parce que ça reste un métier et donc on a cherché, quelqu'un qui ait, à la fois une expérience, très solide de la restauration, mais aussi une expérience en formation et en même temps quelqu'un avec qui ça vibre quoi. Où il y a un partage de cœur, donc qu'il soit aussi engagé sur son territoire, qui transmette du smile, de la chaleur humaine et avec qui on puisse partager une même vision de la restauration. Et c'est comme ça qu'on est allé frapper à la porte de Christian. Et je vais rougir.
Oui, je vois que tu rougis en effet, Christian. Dis-nous ce qui toi t'a plu dans ce projet-là, et qu'est-ce que tu as apporté? Quelle pierre tu as mise à l'édifice? Alors d'abord, ce qui me plaît, c'est la démarche parce que forcément, dès qu'on remet un peu d'humain dans cette société, moi je fonce, tête baissée. Hem Et puis bon, j'apporte, effectivement mon conseil, sur la formation des équipes que je fais déjà, dans beaucoup d'entreprises, hem, de restauration collective. Alors ça peut être de l'hôpital, de l'EHPAD, des écoles, des entreprises où je vais faire la formation des chefs. Hem Et donc je me déplace, sur les sites et puis donc, je les réunis 4 fois par an, au château de la Croix-Laval où, j'ai monté l'école, voilà. Donc, du coup, cette expérience, c'est vrai que le fait que j'ai monté cette école, puis après aussi, cette expérience dans les entreprises, dans les EHPAD et dans les hôpitaux, ça me donne une certaine légitimité à comprendre les besoins et surtout, ce qu'il y a à corriger, dans ces métiers qui sont eux aussi en tension, qui ont besoin d'être revalorisés et qui ont un très, très important besoin de reconnaissance. Mmh, donc tu t'es formé dans ces différents environnements qui sont un peu plus loin que la cuisine traditionnelle que tu faisais dans du 3 étoiles Michelin, et aujourd'hui tu continues d'apporter le côté formation et est-ce que tu fais aussi un côté contrôle qualité, présence dans les petites cantines? Comment ça marche? Non, pas du tout. C'est en autonomie? Vraiment, ensemble, on travaille uniquement sur cette formation. L'idée, c'est de mutualiser les compétences des uns et des autres pour, vraiment apporter des solutions aux managers, de ces restaurants de collectivités, qui sont souvent un peu seuls, hein, Mmh. qui n'ont pas forcément eu de remise à niveau. Voilà, donc on leur apporte des solutions et surtout, la façon de mieux communiquer avec leurs équipes, comme je disais tout à l'heure, de remettre de l'humain, de faire des temps de pause, d'échange, de mieux se connaître pour, mieux travailler ensemble. Mmh. C'est, comment tu les appelles? Ce sont des chefs, et quel profil aussi? Est-ce que tu as, toi qui as l'habitude de former des vrais cuisiniers qui faisaient de la cuisine une vocation, là, c'est quoi le profil dans les petites cantines? Alors dans les petites cantines, ça je vais laisser Diane répondre. Moi, en ce qui concerne la formation, sur les La Juste pour bien personnels, comprendre, la formation s'appelle les recettes du collectif et ce oui, n'est pas directement dans les petites cantines. C'est peut-être ça qui était pas non. clair et Voilà, on fera peut-être des cours dans les petites cantines, mais même pas sûr. Vraiment, on s'adresse à des managers et des chefs de restaurants de collectivités, ou dans le milieu hospitalier ou dans les entreprises ou dans les écoles. Parce qu'ils ont vraiment besoin, à mon sens, hein, parce que depuis 5 6 ans que je fais ça, j'ai pu observer les manquements. Heu Ils ont tendance à retraduire les réflexes des chefs dans la restauration traditionnelle, mais ils sont mmh pas des équipes qui sont formées de la même façon et oui. et peut-être même pas formées du tout. Donc voilà, l'idée c'est de leur apporter, des solutions, de qu'ils revoient un petit peu leur façon, de communiquer entre eux. Hem, voilà et Et j'espère qu'on va leur apporter plein de bonnes solutions. bah, oui et tout ça donc c'est, hop, 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 j'interromps quelques instants votre visionnage de l'épisode, simplement pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je vous en remercie. Vous l'avez vu, je mets beaucoup d'énergie pour que tous les épisodes soient filmés depuis le début de l'année 2024. Pour m'encourager, pensez à mettre un like et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vraiment, ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer de grandir et de vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs. Allez, je vous arrête pas plus longtemps et retour à l'épisode. Peut-être Diane, tu veux compléter, c'est sous bannière les petites cantines. En fait, c'est donc un produit, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais un service de formation, additionnel aux petites cantines que vous proposez à une clientèle, une cible un petit peu différente. C'est exactement ça. En fait, tu vois, il y a la maison Tête d'Oie avec son Oui, savoir-faire, sa notoriété. Il y a les petites cantines, le petit moustique, le petit oui. moustique, dans le secteur un peu, tu vois, outsider dans la Mmh, restauration. Nous, on est moi, j'aime bien dire, on est des impact native, tu vois? De la même manière qu'il y a des digital native, nous, on est une oui. génération impact native, on est nés pour ça, pour accélérer la Mmh. transition, sociétale, environnementale, et cetera et donc créer du lien social, en fait et un lien social solide et ensemble, on s'est dit: «Mais
qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on monte 40 000 petites cantines en France? Et dans ces cas-là, on va s'épuiser, puis en plus, on risque de perdre notre âme. Ou est-ce qu'on vient picouser d'autres acteurs de la restauration qui peuvent être, en difficulté sur certains aspects. Il peut y avoir des sujets de marque employeur, des sujets de Christian, il parlait des sujets de recrutement, de fidélisation, des salariés et cetera. Mmh. Et en fait, c'est comme ça qu'a émergé conjointement notre projet commun qui s'appelle Recettes du collectif, qui est une formation, donc qui rentre dans les clous de la formation, donc éligible OPCO et cetera. Et voilà, qui est une hybridation de nos 2 savoir-faire et c'est un projet qui est naissant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas un truc, qui est rodé depuis des années, comme la maison Tête d'Oie ou comme les petites cantines qui vont fêter leurs, 10 ans. Mmh. C'est plutôt un projet d'innovation, tu vois? Que et donc là, on a juste envie qu'il se déploie le plus largement possible, chez toutes les personnes, intéressées. Parce qu'en fait, il faut s tu te dises, quand tu dis alimentation durable, tu parles de quoi, en fait? Tu parles de bio, tu parles de local, tu parles de circuit court, éventuellement moins de protéines animales, parfois lutte contre le gaspillage alimentaire, ça, tout ce qui est une économie circulaire. Mais où est la dimension relationnelle du repas? Mmh. Et en fait, dans la dimension hospitalité, qu'est-ce qu'il y a? C'est la relation d'abord. C'est enfin, notre conviction, c'est que c'est les liens qui nous nourrissent, au moins autant que ce qui se passe dans l'assiette, en fait. Et bah, voilà, c'est pour ça qu'on c'est ça un peu notre ADN commun. En fait, les objectifs de cette formation qui est recette du collectif, c'est un, de comprendre l'importance du lien social dans la relation avec les collègues, les clients, les fournisseurs. 2, d'expérimenter des outils simples parce que de la même manière, en fait, de la même manière qu'il y a une culture sanitaire dans un restaurant ou dans un hôtel, et ben, nous, on va aider à instaurer une culture relationnelle et une culture relationnelle vertueuse de manière consciente. Donc on expérimente des outils simples, pour créer ça. On valorise ce qui existe déjà, c'est-à-dire, il y a déjà des compétences relationnelles individuelles, elles sont présentes et pas toujours chez les personnes chez qui on pense, en fait. Ça, on peut Mmh avoir mh. des très belles surprises. Comment on les identifie? Comment on les diffuse plus en salle et en cuisine? Comment on les valorise? Et ensuite, comment est-ce qu'on met en place des outils, enfin des rituels, c'est des routines, des rituels collectifs qui encouragent et qui incite à avoir ces pratiques, personnelles, vertueuses. En fait, c'est quelle est la place de la relation en cuisine, en salle et dans le dialogue entre la cuisine et la salle? Waouh, tu as utilisé des termes qui, évidemment font aussi fort écho chez moi, notamment marque employeur, l'impact sur le recrutement, des sujets de RSE, tu as parlé de circuits courts. Comment peut-être, là, en fait, ceux qui nous écoutent dans l'audience, les insiders comme je les appelle, sont des personnes qui travaillent dans l'hôtellerie-restauration principalement ou dans le monde de l'hospitalité. Comment est-ce qu'eux, on pourrait les convaincre ou faire le lien avec eux? Ou peut-être qu'est-ce qu'eux pourraient faire, pour travailler avec, les petites cantines ou avec la formation, les recettes du collectif? Bah, Christian, tu compléteras peut-être, mais déjà regarder si, ils ont besoin potentiellement concernés en termes de besoins. Est-ce qu'ils ont du turnover dans leur brigade? Est-ce qu'ils ont besoin de développer un sentiment d'appartenance? Est-ce qu'ils ont beaucoup d'offres d'emploi non pourvues? Mmh. Est-ce qu'ils ont des candidats ou des membres de leur équipe qui sont en situation de vulnérabilité, donc besoin de favoriser l'entraide, de stabiliser, de former les gens? Est-ce qu'ils sont confrontés, alors c'est peut-être un enfin, est-ce qu'ils ont envie de gagner des parts de marché et de proposer une offre, différenciante? Est-ce qu'ils ont envie d'apporter du sens? Et est-ce qu'ils sont à une étape de leur entreprise où ils ont envie de travailler sur leur raison d'être, en fait? Donc déjà, peut-être commencer par se poser cette question: «Est-ce que ça correspond à mes besoins?» Et si oui, regardez quel est le niveau d'envie, de la personne qui s'occupe de la restauration. Quel est le niveau de disponibilité, de cœur et d'esprit? Parce que, c'est pas si courant, de se former à nouveau, même si, bah, on se forme tous tout au long de la vie, mais il faut dégager le temps. En fait, il faut dégager le temps dans son Absolument. activité, donc il faut que ce soit quand même un choix, quoi. Je sais pas, Christian, Mmh. toi, ce que tu en penses? Oui, non, je crois que tu as été assez exhaustive, hein. Je crois que il y a quand même pas mal de gens qui cherchent à redonner du sens à leur avenir, à leur carrière. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Après, au niveau des managers, ils sont tous tellement confrontés à des problèmes,
de rupture de personnel. Donc du coup, on veut leur apporter des clés pour, les conserver plus longtemps et les faire évoluer aussi, au sein de l'entreprise. Hem, les jeunes aujourd'hui qui veulent donner du sens à leur carrière, c'est pas pour autant qu'ils veulent pas évoluer. Donc il faut aussi, mettre en place, tout un système pour qu'ils puissent progresser, sinon après ils s'en vont. Complètement, ouais. La notion d'engagement, Mmh. Ouais, et il faut se dire, aussi, parfois, enfin, les entreprises, elles peuvent être, sensibles au fait que, hem, bah, quand elles, f suivent cette formation, faut se dire que les bénéfices vont à un projet non lucratif, en fait. Et Mmh. ça compte quand même. Parce bien que sûr. nous, je t'ai présenté le modèle économique des petites cantines fondé sur le prix libre, mais ça nous permet de couvrir, que les charges de fonctionnement, d'une petite cantine. Alors on complète, sachant qu'on complète, on a un petit delta, on complète par des privatisations, des team building, on organise des team building, des expériences en cantine et tout avec, d'autres, entreprises. Mais il y a quand même, nous, à chaque fois qu'on a des investissements, on a une très faible aujourd'hui capacité d'autofinancement à l'échelle du Oui. réseau, et du coup, développer une activité de formation, ça nous permet pas juste de, partager notre savoir-faire et d'accélérer l'impact, ça nous permet aussi d'augmenter notre capacité d'autofinancement potentiellement, et aussi d'apporter un petit peu, de solidité à notre petit moustique de projet, en fait. Sachant qu'en plus, il faut payer des salariés, j'imagine que toi, tu dois aussi te payer sur l'association, plus, les responsables de chaque cantine? Ouais, c'est ça, et plus, on a quelques fonctions support en informatique ou, l'aide au montage de projets, des trucs comme ça. Il faut parfois jusqu'à 1 à 2 ans pour monter un projet, parce que quand c'est participatif, ça peut prendre un peu plus de temps. Et puis il y a les loyers, tout simplement. Les loyers, la pro, si on veut avoir un appro engagé, bah, voilà, Vous n'êtes jamais propriétaire des murs, sur aucune de alors, vos cantines? ça commence là, on commence à faire les 1res acquisitions de locaux. Donc on teste, on va voir si ça marche. Moi, j'aime bien Mmh. le mantra: «On essaye et au pire ça marche». Et puis ça marche, je suis d'accord, c'est un très bon mantra. Excellent, je merci pour tous ces apprentissages, d'extérieur en fait, j'avais l'impression que c'est il y avait de la complexité quand vous l'expliquez, ça paraît, limpide et ça coule de sens, donc j'espère que pour nos auditeurs, aussi. Moi, je vous propose avec un peu plus de légèreté un petit jeu, qui s'appelle mots-clés contre bénéfices. Alors à vous de définir, quel sera le que qui va répondre. Cette fois-ci, je vous laisse le choix, je vous donne les règles tout simplement. Donc vous nous donnez un mot-clé, de votre choix, ça peut être par exemple les petites cantines si je le souffle et en face, l'auditeur qui mettra, le mot-clé les petites cantines, donc généralement ils le mettent sous la vidéo YouTube ou parfois ils peuvent le mettre sur Apple Podcast ou sur Spotify, en fait tous les endroits où sont diffusés le podcast et bien en échange l'auditeur ou les auditeurs, à vous de définir, obtiendront un bénéfice de votre choix et la parole est à vous. Et Diane, honneur aux dames. Allez, Ah, sympa! c'est facile. Alors, J'aurais fait pareil. OK, mot-clé: confiance, Très bien. bénéfice, mmh, je révèle mon titre fétiche pour faire la vaisselle ensemble. OK. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Christian, tu veux ajouter un mot-clé? Padam, 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 padam. Qu'est-ce que je pourrais bien dire? Énergie Très bien. comme mot-clé. Bénéfice, hem, pourquoi pas passer une journée, avec un chef taré comme moi. Wow! Incroyable, magnifique. Bon, on a 2 mots-clés, 2 bénéfices différents, les auditeurs, vous ne pouvez pas tout gagner, hein. C'est l'un ou l'autre, vous choisissez. On limitera évidemment, à une personne, je pense qu'on fera un tirage au sort pour pas juste favoriser le 1er, mais une fois qu'on en aura quelques-uns, on fera un tirage au sort pour que, on puisse, voilà, dispatcher les gagnants. Merci en tout cas, c'est hyper, généreux, vous qui donnez déjà beaucoup, beaucoup de votre temps notamment. Je vous propose de passer à mes questions, signature, tout le monde les connaît sur ce podcast. La première, c'est un voyage dans le temps, alors tu comprendras pas ou pourquoi, tu comprendras peut-être pourquoi je t'ai choisi toi, Christian, sur cette question-là. J'ai Hem, peur de comprendre. Il te beh, fallait quelqu'un qui ait un long temps? je me suis dit que le voyage pouvait être un peu plus long et c'était d'autant plus sympa, voilà.
Chacun l'interprétera comme il le souhaite et il y a pas de honte à assumer son âge, au contraire. La question, elle est la suivante, c'est si tu pouvais revenir à n'importe quel moment de ta vie, à quel moment est-ce que tu reviendrais et qu'est-ce que tu changerais? Mmh mh. Peut-être, mon parcours, à l'Élysée où, et ce que je changerais, c'est, qu'au départ, j'ai refusé d'aller, faire la cuisine chez le président et la comment dire? Les circonstances ont fait que j'ai été contraint d'y aller parce que donc celui qui m'avait remplacé, hem, heu, a eu un accident de voiture, pas très grave, mais bon, en tout cas, ça l'a rendu, indisponible pour pouvoir cuisiner chez le président à Latch et ce que j'étais du temps de Mitterrand et donc Mmh. du coup, j'ai passé tellement de belles semaines pendant cet été-là, à Latché que du coup, je regrette de ne pas avoir pris le train dès le départ. Hein, excellent. Bon partage et en plus ça nous envoie à une ancienne époque, politique et dans les cuisines, Oui. présidentielles, merci. Les moins de 20 ans pourront pas. Ah oui, en effet, ça fait un sacré voyage. Il va falloir qu'ils révisent un petit peu l'histoire, ça leur fera du bien. Diane, est-ce que tu as une recommandation de lecture à nous partager? Oui, j'ai choisi un livre qui s'appelle, Après, Oui, de Raphaël Meltz. C'est l'histoire, d'un père de famille, qui meurt, enfin, dans un accident et heu, bah, voilà, qui laisse derrière lui, sa femme et ses enfants et donc on raconte sa la minute, la semaine et le mois qui suit, après. Mais pour lui, du point de vue du père, en fait. Et évidemment, moi, ça me touche par rapport à mon histoire personnelle. C'est très beau, c'est très poétique, c'est magnifique. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que l'auteur, je le connaissais, en fait. Hem, incroyable. je savais qu'il avait déjà écrit, sous un pseudo. Moi, j'avais lu plusieurs bouquins de lui sous son pseudo. Donc, son pseudo, c'est Adrien Klent. Donc là, il signe Raphaël Meltz, qui est son vrai nom. Il a signé 2 autres livres que j'avais adorés, qui s'appellent, Paresse pour tous. Qu'est-ce qui se passerait dans notre vie si on travaillait moins? Et si un candidat à la présidentielle, présentait ça comme programme politique. Un autre livre qui s'appelle La vie est ailleurs, enfin voilà, autour, d'autres modes de vie. Hem et en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit: «Mais pourquoi je connais ce nom?» Et ben, on s'est rencontrés quand on était étudiants, en fait. Moi, C'est j'étais fou. étudiante à la Sorbonne il y a quelques années et en fait, il avait, monté avec, Laetitia Bianchi, une revue qui s'appelait à l'époque, Air de réel et j'adorais cette revue. C'était une revue encyclopédique, très esthétique, heu, très c'était vraiment un cabinet des curiosités et je me souviens qu'ils avaient gagné un prix étudiant quand moi j'étais étudiante et à l'époque, je m'occupais d'un journal étudiant à la Sorbonne et j'avais fait un article sur eux, c'est comme ça que je les avais rencontrés et après ils avaient lancé un autre journal qui s'appelle Le Tigre et j'étais abonnée au Tigre, j'adorais aussi et c'est incroyable parce qu'ils ont Mais ch c'est enfin, fou. ils ont changé le nom de ça, mais en fait, à chaque fois, je retrouvais les trucs que j'adorais chez eux, mais sans savoir que c'était les mêmes personnes. Donc voilà, je trouve ça rigolo. C'est dingue. Alors la question qui me brûle les lèvres, c'est est-ce qu'il a écrit ce livre après en référence à ton histoire qu'il a peut-être Pas du connue tout. ou ça n Pas du tout rien parce à que je voir? pense qu'il sait pas du tout qu'on se connaissait. Enfin, moi, je lui ai pas reparlé. C'est juste que je trouve ça rigolo de se enfin, c'est une conversation par livre interposé, mais moi, je Waouh. lui ai pas reparlé depuis mes années étudiantes, en fait. Bah, Mais écoute, comme il écoute le podcast, il va tout de suite, prendre contact avec toi. Peut-être. absolument, ouais, on lui partagera cette, référence et écoute, ça me donne envie de lire le livre puisque on est dans les confidences, ça me touche particulièrement puisque moi j'ai vécu ce que toi tu as vécu, mais de l'autre côté, enfin du côté en dessous puisque moi j'étais l'enfant et on a perdu mon père, très jeune et ma mère nous a élevés, tous les 2, mon frère et moi. Donc je vois et je partage, très bien ce que toi tu as pu vivre. Donc ça me touche d'autant plus et merci de voilà, d'élargir aussi le champ des possibles. On n'est pas qu'à parler de d'hôtellerie excellence de service et merci pour ça. Hem, je te propose, Christian, de continuer avec cette fois-ci une citation favorite. Mmh. On se corrige quelquefois mieux à la vue du mal qu'à l'exemple du bien. Et Blaise Pascal. C'est très vrai. J'aime beaucoup. Parfait. Comment est-ce qu'on peut te contacter, Christian? Quel est le meilleur moyen de rentrer en lien avec toi? Bah, c'est très facile d'envoyer un mail au restaurant Te Dois, par exemple. C'est très facile. Parfait.
On Oui. fait ça. Et pour toi, Diane? Ah bah moi, diane@lespetitescantines.org et si, vous avez pas d'accès mail, vous poussez la porte d'une petite cantine et vous dites que vous voulez parler à Diane. Facile, j'adore. Évidemment, toutes les références sont mises dans le podcast. Je le dis souvent, mais je le redis. Comme, notamment les livres, je dis les livres parce qu'il y a celui que tu viens de citer, mais il y a également le tien, on le mettra aussi et j'ai la bibliothèque des invités du podcast qui existe. C'est un document que j'ai créé qui est mis à jour chaque semaine. On met tous les livres qui ont été cités par chaque invité. Quand ils sont cités plusieurs fois, on les remet. Voilà, ça permet qu'il y ait plein de lectures. On est à plusieurs, dizaines de livres. On a passé la centaine il y a un moment déjà, donc allez-y, accrochez-vous pour remonter la liste, mais il y a des pépites là-dedans à découvrir. Hem Et c'est le moment de terminer cet épisode maintenant qu'on a, toutes ces informations. Diane, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu avais, et donc c'est la dernière fois du podcast où je ne rebondirai pas sur, ce que tu diras, donc si tu veux clôturer comme tu veux, c'est toi qui as ce mot-là. Si tu as un tout dernier message à faire passer à nos insiders, quel serait-il? Le vrai luxe, c'est la confiance.